Les lois de l'histoire. Le podcast sur l'actualité de la recherche en histoire du droit, présenté par Paul Chauvin-Madère. Reine de tous les pouvoirs divins, lumière resplendissante, femme juste, vêtue de splendeur, bien-aimée d'âne et d'ourache, maîtresse du ciel, celle au grand diadème, c'est toi, ma reine, qui est la gardienne des grands pouvoirs divins. Tel un dragon, tu as craché du venin sur le pays ennemi. Tel Ishkour, tes grondements ont anéanti les moissons. Déluge dévalant des montagnes, puissante dans le ciel et sur la terre, tu es leur Inanna. Voilà les toutes premières lignes du tout premier poème de l'histoire de l'humanité. Un poème célèbre parmi les anciennes populations mésopotamiennes qui l'ont recopié et récité pendant des générations. Célèbre aussi parmi les assyriologues qui étudient ce monument littéraire vieux de plus de 4000 ans. Un poème qui est donc connu depuis longtemps pour des raisons artistiques et historiques, mais qui est aussi reconnu aujourd'hui pour d'autres raisons plus politiques ou économiques. Politiquement d'abord, il intéresse, depuis quelques années déjà, les féministes, car son auteur n'est autre qu'une femme, la princesse Enredouana, fille du roi Sargon d'Akkad. C'est donc elle et non Homère, la mère spirituelle des poètes et poétesses. Économiquement ensuite, cette origine maternelle de la poésie n'a pas échappé à certaines entreprises qui ont vu là une possibilité de faire du femme-washing. Il y a quelques mois, en effet, la société Montblanc a rendu hommage à la princesse en la représentant dans une montre ou, pardonnez-moi ce terme vulgaire, un garde-temps à son nom. Mais ce n'est pas pour ces raisons que j'ai choisi de vous parler de la poétesse, encore que je ne dirais pas non si on m'envoyait un des 10 exemplaires de ce garde-temps à 171 000 €. Non, plus sérieusement, ce n'est pas pour son apport culturel, mais pour la fonction cultuelle de son autrice que je l'ai choisi. Enredouana, dont le nom signifie grande prêtresse ornement des cieux, exerçait en effet un sacerdoce, notamment en l'honneur d'Inanna, la déesse de l'amour et de la guerre, auquel le poème précité est dédié. Autrement dit, la prêtrise était ouverte aux femmes sous l'Antiquité, c'était le cas en Mésopotamie, on vient de le voir, et on va voir que c'était aussi le cas ailleurs, dans la pourtant très patriarcale Rome, comme le montre la thèse de Diane Baudouin intitulée « Aspect juridique des sacerdoces féminins à Rome », étude des sacerdotesses et flaminicae d'Occident, 1er siècle avant Jésus-Christ, 4e siècle après. Bonjour Diane. Bonjour Paul. Diane, vous travaillez aujourd'hui au laboratoire Dante de l'université Versailles-Saint-Quentin en tant que chargé d'appui à la recherche. Vous avez soutenu votre thèse le 23 novembre 2023 à l'université Paris II Panthéon-Assas où vous avez fait auparavant toutes vos études juridiques jusqu'en haut de la montagne Sainte-Geneviève où se trouve le siège de cette université. J'y insiste car cette montagne où, n'exagérons rien, cette colline, porte le nom d'une femme du 5e siècle de notre ère, célèbre pour avoir arrêté Attila le Hun et sauvé Paris, et qui a été canonisée pour ses miracles et ses vertus alors qu'elle n'était pas prêtresse. La prêtrise en effet est inaccessible aux femmes dans l'Église catholique, qui on le verra plus tard a rompu avec la tradition romaine que vous avez étudiée dans votre thèse, une thèse dont j'aimerais vous demander les origines. Pourquoi avoir travaillé sur ce sujet féminin pour ne pas dire féministe ? Ce sont des occasions qui se sont présentées. J'ai m'étais spécialisée en Master 1 plutôt en droit privé et en droit pénal. C'est quelque chose que j'ai voulu poursuivre en Master 2, donc j'ai fait un mémoire sur le statut juridique de la femme adultère, qui était entre droit privé et droit pénal. Comment ça se situait tant en droit de la famille qu'en droit pénal, puisque c'était avec Auguste, ça devient un crime public. L'adultère, tout à fait. Et je voulais poursuivre en fait sur faire un peu une thèse comme Sophie Desmarre-Lafont, donc ça tombe bien d'avoir commencé sur le droit du Proche-Orient ancien, tout à fait, qui avait fait sa thèse sur la femme dans le droit pénal dans le Proche-Orient ancien. Et en fait, bon, de fil en aiguille, pour trouver quand même, ce sujet était déjà pris pour le droit romain, donc on est parti sur le statut juridique des prêtresses. Parce que c'était la question, est-ce que ces femmes avaient un statut juridique différent des autres femmes, en vertu de leur sacerdoce. Prêtresse, terme générique que vous utilisez dans votre travail pour rassembler les termes de sacerdotesse et de flaminicae. Ça veut dire quoi ces deux termes-là ? Alors oui, en effet, sacerdoce, dans les premiers temps de Rome, est un terme générique. C'est-à-dire que ce terme n'est jamais porté
par les prêtres et prêtresses. Ça les désigne parce qu'ils ont tous un titre particulier, donc ce terme permet de tous les désigner. Mais étymologiquement, sacerdoce vient de l'indo-européen, sacrodotes, qui est celui qui accomplit les sacerdoces sacrés. Flaminicae, là, c'est une origine qui est bien plus débattue, entre guillemets. On est moins sûr sur ses origines, mais le linguiste Romain Garnier, lui, envisage une origine à la fois irlandaise et celte. Et selon ses travaux, qui me semblent extrêmement passionnants et parfaitement justes, ça serait celui qui présente ou celle qui présente les offrandes. Et de cette présentation des offrandes, on serait venu à le servant le prêtre ou la prêtresse d'une divinité. Et donc ce sont deux termes anciens qui ne sont pas des créations historiographiques, plutôt des reflets de la réalité des sources. Quelles sont justement les sources que vous avez étudiées ? Eh bien, il y a différents types de sources. En tant que, souvent en droit romain, on dit souvent qu'on a des sources juridiques, donc on renvoie généralement au fond quand on dit ça. C'est parce qu'on a des sources directes juridiques, donc ça peut être les compilations de Justinien, donc de la jurisprudence, des constitutions impériales, mais ça peut être également des senatus consuls, des lois municipales. Et souvent, on parle aussi qu'on a des sources littéraires. Alors, les historiens n'aiment pas trop ce terme, mais c'est vrai que ça nous permet de nous distinguer des sources juridiques. Et par sources littéraires, on entend les traités politiques, philosophiques, le théâtre, la rhétorique, etc. Et donc, j'ai des sources juridiques, des sources littéraires. Aussi, dans les sources littéraires, on a aussi les écrits des premiers chrétiens, évidemment. Et j'ai aussi ce qu'on appelle les sources épigraphiques. Et là, on renvoie en fait plus à la forme qu'elles ont, ces sources, puisque les sources épigraphiques, ce sont les sources où le texte est inscrit ou peint sur une surface dure, donc de la pierre, de l'argile, du bois, etc. Et en fait, nous avons des sources juridiques épigraphiques. Par exemple, certaines lois sont gravées dans du bronze. Donc ça, c'est voilà. Et donc par épigraphique, on a des sources donc juridiques, mais on a des sources funéraires, tout ce qui est les inscriptions, les épitaphes sur les sépulcres. Et nous avons également aussi les sources qu'on appelle honorifiques, c'est les inscriptions sur les piédestaux des statues, qui nous permet en fait surtout de connaître les prêtresses. Et ces différentes sources qui sont anciennes, est-ce que, parce qu'elles sont anciennes notamment, elles sont lacunaires, ou est-ce qu'au contraire vous avez eu des sources très riches qui vous ont permis de répondre à toutes les questions que vous vous posiez ? On va dire les deux, puisqu'elles sont toutes dans leur catégorie entre guillemets lacunaires, mais chacune apporte une certaine richesse et ensemble on peut quand même dire qu'elles sont assez riches. Quand je dis lacunaires, c'est parce que par exemple pour les sources juridiques, qui a été compilée au VIe siècle par l'empereur Justinien, donc on est désormais dans un empire chrétien, avec un empereur chrétien, les parties en fait qui traitaient de la religion plus traditionnelle qu'on pourrait qualifier de païenne ont été supprimées pour beaucoup. Donc il nous manque énormément d'informations. On a des informations qui nous viennent des sources juridiques, mais qui ont été moins travaillées, donc celles qui sont par exemple dans le code théodosien. Ça a été moins épuré. Qu'un code antérieur. Tout à fait, du 5e siècle. Et les lois aussi municipales, qui elles sont connues épigraphiquement. Donc en fait, on a la table de bronze qui nous permet de les connaître. Et donc ça n'a pas été modifié. Donc là, j'ai des sources, des riches, des informations qui nous viennent. Oui, comme vous le disiez, il y a une sorte de cancel culture avec une destruction de certaines sources, malheureusement oui. Par la religion victorieuse contre la religion vaincue. Oui, et lacunaire aussi dans les sources épigraphiques, puisqu'en fait les sources épigraphiques, généralement, donc ce sont des épitaphes, des inscriptions honorifiques, suivent souvent un même stéréotype, une même forme, donc en fait c'est toujours la même chose, et parfois ça sort de ce stéréotype, et qu'est-ce que veut dire pour cette différence ? Est-ce que c'est une exception, ou est-ce qu'en fait on a voulu... Et en fait c'est juste une situation classique qui n'est jamais mentionnée, et qui est cette fois-ci mentionnée. Ces sources anciennes, vous les étudiez, comme vous le dites dans votre titre, entre le 1er siècle avant Jésus-Christ et le 4e siècle après. Pourquoi ces bornes chronologiques ? Il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, le corpus de sources. Mes sources épigraphiques vont du 1er siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 4e. Et pourquoi ? Parce que la plupart des prêtresses que j'étudie sont des prêtresses du culte impérial, donc qui en fait arrivent dans le paysage religieux à la toute fin du 1er siècle, même plutôt au 1er siècle après Jésus-Christ. Et elle s'arrête évidemment au 4e, déjà parce qu'on a beaucoup moins de sources à cette époque. Et puis parce que la religion traditionnelle, païenne, polythéiste, disparaît. Mais il y a aussi d'autres raisons qui sont aussi évidemment le changement en fait, du paysage religieux avec Auguste. Donc il était important aussi de commencer à la fin au 1er siècle avant Jésus-Christ avec ce changement d'Auguste et qui poursuit en plus un changement qui s'est créé à l'époque républicaine. Oui, donc il y avait
des raisons matérielles, techniques, des raisons culturelles, religieuses. Auguste qui modifie la religion romaine, et puis le christianisme, vous l'avez dit, qui modifie la religion romaine. J'ai dit tout à l'heure dans l'accroche, ces femmes ne sont pas prêtresses chez les chrétiens. Est-ce qu'elles peuvent encore avoir un rôle religieux quand même chez les chrétiens ou plus du tout ? Alors, il existe, mais comme pour la religion traditionnelle, on va dire païenne, hein, il existe différents rôles religieux. Le plus important, évidemment, c'est la prêtrise, le sacerdoce. Et ça reste en fait aussi dans la religion chrétienne, sauf que désormais, les femmes sont exclues de ce sacerdoce. C'est Tertullien d'ailleurs qui le dit, qui explique que la femme ne peut pas parler dans l'église, ni enseigner, ni baptiser, ni offrir le sacrifice, ni, ce qu'il a dit, revendiquer la charge virile, notamment celle qui est offerte au prêtre. C'est ce terme viril qui est important. Et en plus, quand il parle de la charge du prêtre, il parle même d'office destiné au prêtre, d'officium sacerdotale. Et là, on voit que désormais, ils veulent exclure les femmes du sacerdoce. C'est-à-dire que la femme peut aider, être officiante présente, donc on a des religieuses, etc. Mais elle est exclue de cette charge la plus importante. Et la seule charge, entre guillemets, importante qui va rester aux femmes et qui ne durera pas très longtemps, c'est la charge de diaconesse. Parce que le diacre est sous les ordres du prêtre et n'est pas appelé sacerdoce. Ce sujet, êtes-vous la première à l'étudier ou avez-vous eu d'autres historiens avant vous sur lesquels vous vous êtes appuyés, qui l'ont étudié peut-être dans une approche différente ? Alors je ne suis pas la première, même heureusement, dans le sens où j'ai eu besoin de ces travaux précédents pour aller plus loin et pour réaliser cette thèse. Donc, par exemple, nous avons, je pourrais citer évidemment l'éminent John Scheid, grand professeur qui a travaillé sur la religion romaine, qui a formé, je pense, énormément d'élèves sur la religion romaine, qui apporte en plus un regard extrêmement intéressant puisqu'il analyse la religion d'un point de vue institutionnel. Donc pour un juriste, ou une juriste en l'occurrence, c'est extrêmement intéressant et même nécessaire. Parce que lui, c'est un historien des lettres ou du droit ? Historien des lettres. En fait, mes prédécesseurs ne sont que des historiens des lettres. Et en fait, il n'y a aucun juriste. Donc finalement, je suis la première peut-être juriste, entre guillemets, surtout sur ce sujet des prêtresses locales. Mais mes travaux ont été réalisés grâce aux travaux d'historiens. Et donc on a John Scheid, on a aussi Emily Emmelreich, une historienne néerlandaise, ainsi que Anne Billman, Regula Frey-Stolbach, qui sont des chercheuses suisses, qui, eux, ont vraiment, dans les années 90-2000, attiré l'attention sur le fait qu'il manquait des études sur ces prêtresses locales, qu'il fallait se lancer dans les sources épigraphiques. Parce qu'en fait, finalement, jusque dans les années 90, on a l'impression que la femme n'était pas là. Parce que j'ai l'impression qu'on se concentrait que sur les sources littéraires. Et en fait, nous, on a quand même une certaine présence féminine. Et il était important, en fait, de le montrer. Ça veut dire qu'on étudiait plus les prêtres hommes ou les femmes non prêtresses ? C'est-à-dire qu'on avait oublié que ces femmes avaient un espace dans l'espace public. Enfin, avaient une place dans l'espace public. En fait, quand on parlait de prêtresses, évidemment qu'on pensait d'abord aux vestales, qui sont les plus mythiques, les plus commentées, les plus citées, qui ont été extrêmement étudiées dès le 19e, voire même le 18e siècle en Europe. Et il y en a d'autres, comme vous le montrez. Oui, et puis on a les Flaminiques, etc. Donc, on parlait surtout d'elles, et on ne se rendait pas compte à quel point elles avaient quand même une place assez importante dans les cités. Et Emily Emmelreich a vraiment beaucoup travaillé sur la femme dans l'espace public. La femme qui a une situation différente, entre guillemets. Et justement, par rapport à ces grands noms que vous avez cités, quel est l'apport de votre thèse à vous ? Moi, les apports de ma thèse, c'était vraiment avoir ce point de vue juridique. Et quand je lisais leurs travaux, il manquait une approche purement juridique, vraiment sur la capacité juridique de la femme, de la prêtresse même plutôt, puisque pour beaucoup, donc là c'était une grosse problématique, cette capacité, pour beaucoup, l'absence de capacité juridique, parce que souvent on dit que la femme romaine est incapable, mais je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut revenir, puisqu'en effet elle est incapable, surtout dans les premiers siècles de Rome, mais elle gagne, on va dire, en capacité, en droit. Ça, c'est la femme en général. La femme en général. Et moi, je pense qu'il faut déjà parler d'une incapacité partielle ou d'une capacité partielle. Ça dépend si on veut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Mais déjà, elle a une incapacité ou une capacité partielle. Elle n'est pas complètement... Elle fait quand même beaucoup de choses. Les textes nous le disent. Cicéron, dans ses traités, quand il décrit sa femme, il explique qu'elle mène ses affaires sans vraiment demander l'avis de son entourage masculin. Même si les femmes ont un tuteur, souvent elles prennent un tuteur qui sera assez malléable, arrangeant. Et qui dira oui à tout ce qu'elles veulent parce qu'elles n'ont pas envie d'avoir quelqu'un qui leur mette des bâtons
Et donc ça, qui les empêche de mener leurs affaires. Et donc ça, cette position de la femme en général mérite, selon vous, d'être révisitée, et a fortiori pour la prêtresse, et c'est ce que vous avez fait. Parce qu'en fait, voilà, pour aller sur le point que je voulais aborder, c'est que souvent les auteurs s'appuient sur cette incapacité pour eux juridique pour dire que la femme a une incapacité sacrificielle, et donc a une importance moindre dans la religion. Et je ne pense pas que ce soit forcément lié. Donc il y avait vraiment cette question de la capacité, savoir s'ils avaient une capacité, s'ils avaient un statut dérogatoire, mais aussi c'était revenir sur leurs modalités d'élection. Là, je trouvais que souvent, ils allaient beaucoup trop vite là-dessus, et c'est bien plus riche qu'on va au bout du sens juridique des termes. Ça, c'était un travail sémantique qui était nécessaire. Et puis voilà, refaire un travail d'ensemble de ces prêtresses qui souvent sont travaillées localement. Souvent, ils font des études sur les prêtresses d'une province. Et moi, j'ai voulu prendre encore plus de recul et voir institutionnellement ce que ça donnait. Et cela, vous l'avez fait en divisant votre thèse en 3 parties, qui répondent en fait à 3 questions simples mais très profondes. Dans la première partie, vous vous demandez sous quelle forme les prêtresses romaines se présentent aux yeux de l'historien, c'est-à-dire dans quelle source, par quel mot, sous quelle figure, à quel poste. Dans la deuxième partie, vous répondez à une autre question, en un sens, quelle est la nature de ces prêtresses, et pour cela, vous vous efforcez de trouver leur place dans un droit public romain qui est structuré autour de certaines distinctions conceptuelles, comme celle de magistrature et de prêtrise, d'honor et de munus, on verra ça plus tard. Et pour finir, dans la dernière partie de votre thèse, vous vous demandez à quel régime juridique sont soumises ces prêtresses, et celles qui veulent le devenir, autrement dit, à quelles conditions devient-on prêtresse, et ensuite, une fois qu'on l'est, à quel droit, quel privilège, à quel devoir on est soumis. Voilà les différentes parties de votre thèse, dont nous allons parler en détail après une courte pause musicale. Les différentes questions de notre entretien seront groupées en 2 axes. Le premier permettra de déterminer le rôle de ces prêtresses, de voir à quoi elles servaient, et donc plus largement quelle était leur place, que font ou que faisaient ces prêtresses. Le second axe, lui, consistera à voir qui étaient ces femmes qui devenaient prêtresses, comment elles le devenaient, pourquoi. Autrement dit, on passera de l'institution à ses titulaires, de la prêtrise aux prêtresses. Voyons d'abord justement le rôle de ces prêtresses, un rôle évidemment religieux, on verra ça dans un premier temps, mais un rôle aussi politique, puisque les religions ont toujours une portée politique, c'était le cas dans la religion catholique, quid dans la religion romaine. Rôle religieux des prêtresses, par définition les prêtresses servent un dieu, la religion romaine polythéiste a plusieurs divinités, lesquelles justement étaient servies par ces femmes, au service de quel dieu, de quelle déesse étaient ces femmes? Alors il y a plusieurs divinités. Alors je vais écarter les premières prêtresses que j'écarte au début de ma thèse, je ne vais pas parler des Vestales et autres, mais sur les prêtresses locales et provinciales, on a environ une quinzaine de cultes différents. Donc on a Cérès, Mater Magna, c'est-à-dire la Grande Mère, qui est un culte qui vient entre guillemets d'Orient, Vénus, Minerve, Diane, Junon, Liber, Tellus, Saturne, donc voilà, plein de cultes. Le principal, qui est celui que j'étudie, en fait c'est le gros de mon travail, c'est le culte impérial. Ce culte impérial est mis en place par Auguste, quand il prend le pouvoir, quand il établit son principat. Et donc c'est pas un culte, l'empereur n'est pas divinisé. Ni les femmes de la maison impériale, puisque généralement les prêtresses officient pour les maisons de la maison impériale. Enfin, pour les femmes de la maison impériale. Pas pour l'empereur lui-même. Mais pas pour l'empereur lui-même. Donc elles travaillent plus, enfin elles officient pour des femmes qu'on appelle les Augusta, les Augustae même au pluriel, qui sont souvent soit les épouses, soit les mères des empereurs. Et toutes les mères et épouses ne reçoivent pas ce titre. Donc c'est vraiment l'empereur qui choisit d'attribuer ce titre d'Augusta. Et donc ce culte impérial est mis en place par Auguste. Il n'est pas du tout divinisé. C'est pas un dieu, mais c'est-à-dire que ces prêtres et prêtresses du culte impérial œuvrent pour le bien, en fait, pour que la pérennité de l'empire, pour la bonne santé de l'empereur, etc. Mais alors s'ils ne sont pas divinisés ou si elles ne sont pas divinisées, donc c'est pas à eux ou à elles qu'on rend un culte? Pas tout à fait, c'est vrai que c'est assez complexe. En fait, quand ils décèdent, ils reçoivent le titre de divus ou diva, mais c'est un statut qui est entre l'homme, entre guillemets, lambda, et le deus, le dieu. Donc c'est un statut intermédiaire, et voilà, c'est plus un culte pour le bien, le salut de l'Empire surtout, le salut de l'Empire, le salut de la maison de l'empereur.
Et ces cultes, donc la quinzaine que vous avez mentionnés, ils étaient exclusivement confiés à des femmes, ou est-ce que, et donc il y en avait d'autres qui étaient exclusivement confiés à des hommes, ou est-ce que c'était interchangeable? Autrement dit, est-ce qu'on peut avoir une lecture genrée en disant tel type de dieu, de déesse, c'est pour les femmes, tel type de dieu, de déesse, c'est pour les hommes, ou pas? Non, dans le sens où c'est vrai que souvent les hommes, on a l'impression que les hommes œuvrent pour des divinités masculines, les femmes pour des divinités féminines, mais il y a un certain nombre d'exceptions. Déjà, dès les premiers temps de Rome, on a des flamines qui officient pour Cérès. Donc en fait, il y a plein d'exceptions. C'est vrai que les femmes, généralement, officient pour des divinités féminines, mais par exemple, j'ai cité qu'il y avait une prêtresse de Saturne, qui est une divinité masculine. Et ces femmes intervenaient seules, ou j'ai vu en couple dans votre thèse. Pourquoi? Comment comprendre cette intervention un peu spéciale? Eh bien, un auteur, Denis d'Halicarnasse, si je ne dis pas de bêtises, explique qu'à un moment donné, il n'y avait que des hommes qui officiaient. Puis il y avait évidemment aussi les Vestales, qui sont un statut tout à fait à part. Et qu'à un moment, les besoins du culte, souvent, parfois, un certain message de la divinité ou autre, montrent qu'il faut qu'il y ait parfois des femmes, soit pour aider leur mari, soit parce qu'il faut une présence féminine dans la réalisation des rites. Et donc, au départ, on a demandé ce que les épouses aident leur époux prêtre. Donc, c'est comme ça qu'on a eu... c'est l'explication qu'ils donnent. Hein. Donc, après, voilà, c'est une lecture bien postérieure à la création du Flamina. Mais par exemple, c'est comme ça qu'on a eu que les flaminiques de Jupiter, Mars ou Quirinus ont aidé leur époux. Et c'était donc un sacerdoce exercé en couple. Mais après, dans le niveau local et provincial, ce sont des sacerdoces qui s'exercent seuls, pas non en couple. Et donc, entre ces femmes qui interviennent en couple ou pas, elles devaient être peut-être nombreuses. Est-ce qu'on a un chiffre du nombre de prêtresses qu'il y a eu à une certaine époque ou pendant toute votre période? Alors moi, j'ai dénombré 579 prêtresses. En 5 siècles, donc? Oui. Alors, moins, puisqu'en fait, le quatrième n'est quasiment pas compté. Il y en a, je crois, que 7 sur le quatrième. Donc, et le gros, c'est vraiment troisième siècle après Jésus-Christ. Donc 579 prêtresses, après sur un certain nombre, sur toute la partie occidentale de l'Empire. Et si par exemple, si j'avais regardé pour les prêtres, eux, combien on avait pour les comparer, et il y en a un peu plus de 2000, donc sur la même période et sur grosso modo la même période et la même territorialité. Donc on a un quart de femmes. Et puis il faut savoir que bien sûr les sources épigraphiques, beaucoup ont été détruites, perdues, etc. Donc c'est pas une représentation non plus de la réalité. Elles sont donc nombreuses, importantes, moins que les hommes, mais quand même. Et dans leur travail, est-ce qu'elles sont moins importantes que les hommes? Pour répondre à ça, j'aimerais d'abord, en sous-question, vous demander quel était, avant de distinguer le rôle des femmes et des hommes, quel était le rôle des prêtres en général dans ce cadre-là, parce qu'on connaît le rôle du prêtre dans la religion catholique, chrétienne, qui fait la messe, qui écoute en confession. Mais à l'époque, c'était quoi le rôle d'un prêtre ou d'une prêtresse dans la religion romaine? Tout dépend déjà du titre. Malheureusement, il n'y a pas... Au départ, on ne peut pas voir ça de manière globale. Les pontifes, on a au départ le grand pontife et les pontifes qui ont un rôle bien particulier. Ils ont une expertise au départ en droit sacré surtout, puis c'est eux qui veillent à la conservation des traditions religieuses, ils contrôlent les sacras, donc vraiment les rites, les sacrifices. On a les augures, prêtres extrêmement importants aussi, qui ont une fonction interprétative, ils contrôlent les hospices et assistent les magistrats, puis on a d'autres prêtres qui ont des fonctions très particulières. Donc au départ, chacun a ses fonctions à part. Là où on a des prêtres et des prêtresses qui ont des fonctions assez similaires, c'est les prêtres et prêtresses au niveau local du culte impérial. Où là, on suppose qu'ils faisaient à peu près la même chose, puisque les inscriptions épigraphiques des hommes et des femmes nous transmettent les mêmes choses. Oui, donc que ce soit un homme ou une femme, il n'y a pas de différence de pouvoir. À partir du moment où elle est prêtresse, elle fait la même chose qu'un homme. Eh bien, oui et non, dans le sens où, par exemple, les prêtrises les plus importantes, donc le pontificat et l'Augura, ne sont que des prêtrises masculines. Il n'y aura jamais, et c'est pas du tout, les femmes en sont parfaitement écartées. Donc, en fait, on peut pas vraiment dire qu'elles ont les mêmes fonctions, puisqu'en fait, chaque titre de prêtrise a une fonction particulière. Les Vestales doivent conserver le feu sacré de Vesta, etc. Et il y a qu'elles qui le font, personne d'autre. Donc, la comparaison est difficile. La seule comparaison possible, il me semble, c'est dans les cultes locaux, ou surtout, par exemple, le culte impérial, où là, pour le coup, on a vraiment les mêmes titulatures, grosso modo. Et là, ils ont à peu près les mêmes fonctions. Voilà pour le rôle religieux de ces prêtresses. Passons au rôle politique, alors éventuel rôle politique. Un rôle, en principe, interdit, si on en croit Ulpien, dont vous commentez abondamment la formule. Est-ce que vous pourriez nous la lire, nous la rappeler maintenant ?
Bien sûr. Donc c'est une règle d'Ulpien. Donc une règle, une maxime, un résumé de différentes dispositions. Et Ulpien nous dit « Les femmes sont écartées de toutes les fonctions civiles ou publiques. Et pour cette raison, elles ne peuvent ni être juges, ni revêtir une magistrature, ni postularer. » Donc là, je préfère garder le verbe latin. « Ni intervenir pour autrui, ni se manifester comme procurateur. » Donc beaucoup d'interdictions, on passera à la portée du texte tout à l'heure, mais d'abord, pourquoi ? Est-ce qu'on sait pourquoi les femmes, à Rome ainsi, ont une exclusion générale de toutes ces choses-là ? Là, ce qui est mentionné sont des offices publics et civils, donc des fonctions pour une partie politique, mais des fonctions publiques aussi dans la justice, etc. Et il est vrai qu'ils ont toujours écarté, si possible, les femmes. Mais ce qui est intéressant, c'est que souvent, ce qui est utilisé comme justificatif, ce sont les mœurs, enfin l'usage. En latin, ils utilisent le terme mores, donc c'est vraiment plus l'usage, un peu la coutume. Parce que finalement, là, ils nous disent que les femmes sont écartées, ne peuvent pas postularer. Donc postularer, c'est quand on réalise une demande, une requête adressée à un magistrat pour qu'on nous accorde une action, un interdit, etc. C'est un peu agir en justice. Et elles ne peuvent pas le faire pour elles ou pour autrui, sauf exception, que je ne rentrerai pas dans les détails. Mais par exemple, on sait qu'une femme est souvent mentionnée qui s'appelle Carfania, à l'époque républicaine, qui, elle, agissait tellement en justice qu'ils ont fini par exclure les femmes. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'exclusion de principe. Souvent, de coutume, les femmes ne le faisaient pas. Une femme a tenté, l'a fait, elle a énervé tout le monde, et ils ont fini par, du coup, formuler cette règle. Et justement, sur la portée de cette règle maintenant, il n'y a pas, à ma connaissance, dans ce que vous avez lu, d'exclusion explicite du sacerdoce, c'est des offices civils publics. Alors, elles sont exclues implicitement, le sacerdoce est donc compris dans les offices, c'est ça ? Eh bien non, c'était toute la question, enfin tout l'enjeu de cette thèse, c'était de situer institutionnellement le sacerdoce, pour comprendre pourquoi les femmes sont exclues de l'espace public, mais qu'en même temps elles sont quand même présentes dans l'espace religieux, qui reste un espace public. Parce que finalement ces femmes, il faut savoir qu'il y a quand même des cultes publics et des cultes privés à Rome, et les femmes sont présentes aussi dans le culte public. Les prêtresses du culte impérial sont des prêtrices publiques. Donc il fallait comprendre qu'est-ce qu'on entendait par office public et office civil, et comprendre si le sacerdoce était désigné dans cette définition. Et la conclusion de ma thèse, c'est que non. En fait, l'office ne comprend pas le sacerdoce. Le sacerdoce n'est pas un office. Ça renvoie, ce sont deux fonctions différentes. Donc j'en peux en déduire éventuellement que la prêtrise et la magistrature, qui est un office, sont deux choses très différentes alors à Rome. Elles font pas partie des mêmes catégories, même si finalement le prêtre et le magistrat agissent ensemble, conjointement pour mener à bien les sacrifices, les rites, etc. Mais ils agissent ensemble côte à côte, mais ils n'empiètent jamais sur le territoire de l'autre. Ils sont séparés. Même si le magistrat a des fonctions religieuses, je crois, mais c'est pas les mêmes. Tout à fait, il a des fonctions religieuses, mais qui sont propres au magistrat, et que le prêtre ne réalisera jamais, comme le magistrat ne réalisera jamais ce que doit réaliser le prêtre. Une prêtrise qui est donc différente de la magistrature, différente aussi de ce que seront les prêtres dans la religion chrétienne. On a vu tout à l'heure que, à part diaconesse, pendant un temps, les femmes allaient être exclues. Pourquoi ce changement ? Pourquoi cette rupture chrétienne qui pourtant s'est inscrit à sauver le droit romain, à sauver la langue romaine ? Pourquoi la religion chrétienne a comme ça exclu les femmes ? Est-ce qu'on a une explication ou pas du tout ? Je pense que les auteurs chrétiens, les premiers pères de l'Église, envisageaient que la femme en fait reprenait cette conception du sexe féminin, de la faiblesse du sexe féminin. Ils reprennent vraiment ce vocabulaire, l'imbecillintas, l'infirmitas sexus, de la femme, et dans les écrits, ils expliquent que la femme n'a pas à donner le sacrifice, etc. C'est leur conception. Pour eux, je pense qu'ils voulaient aussi... en lisant les sources, moi j'ai cette impression qu'ils veulent rendre le sacerdoce encore plus important que ce qu'il est peut-être. Et pour le rendre plus important, il faut exclure les femmes. En fait, surtout, je pense qu'ils utilisent... Ce qui est intéressant, c'est qu'ils utilisent le vocabulaire institutionnel, et notamment le vocabulaire de l'office. Ils désignent tout le temps, ce qui n'est pas du tout le cas pour la religion païenne, ils désignent tout le temps le sacerdoce chrétien comme l'officium sacerdotale, ou c'est l'office... Même plus important que l'office politique, quoi. Le pape est au-dessus des rois. Ouais. Et donc à vouloir placer la prêtrise comme cet office sacerdotal extrêmement important,
qui s'inscrit dans un ordre avec une certaine hiérarchie, etc. Finalement, comme il y a une hiérarchie aussi entre les magistratures, enfin, chaque magistrature permet d'accéder à une autre, et ainsi de suite. On a quand même cette impression qu'en voulant donner cette importance au sacerdoce chrétien, finalement, la femme en exclut, puisque la femme est exclue de l'office. Cela étant, les deux catégories, prêtrise et magistrature, sont, si j'ai bien compris, des honors. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Alors l'honneur au départ, donc, ou l'honneur en français, désigne donc une fonction publique. Généralement, c'est la magistrature. On parle de cursus honorum. Donc la course aux honneurs, et clairement, c'est la course aux honneurs de la magistrature uniquement. Et à l'époque républicaine, on commence à modifier, en fait, dans une volonté au départ, ce qui est assez intéressant, c'est il semblerait que ce soit dans une volonté de contrôler politiquement en fait, la distribution des sacerdoces. Ce ne sera plus les collèges qui choisiront les prêtres, mais c'est une assemblée populaire un peu plus restreinte. Et c'est avec la loi Domitia. Et en fait, en modifiant ce mode d'accès, finalement, on transforme un petit peu la prêtrise. Elle ressemble de plus en plus à une magistrature, parce que on a désormais des prêtres. Avant, les prêtres, c'était un sacerdoce viager, donc ça durait toute la vie. Là, désormais, on commence à avoir des prêtrises qui sont censées ne durer qu'un an ou avoir une durée déterminée. Et elles se rapprochent de plus en plus des magistratures. Et ce régime qui se rapproche va faire qu'elles vont être englobées dans cette conception, dans cette notion d'honneur. Et donc, désormais, par honoress, on désignera tant les magistratures que les prêtrises. Honneur qui apporte de la renommée, mais aussi des dépenses, j'ai vu. Ces prêtresses devaient dépenser beaucoup d'argent dans le cadre de leur fonction, alors pourquoi ? Déjà, on attend souvent des magistrats, que ce soit les magistrats à Rome ou dans les cités, qu'ils exercent, en fait, qu'ils soient bienfaisants, qu'ils fassent preuve de munificence, qu'ils soient généreux, donc qu'ils organisent des banquets, etc., ou qu'ils offrent des sacrifices. Avec leur argent, pas avec l'argent public à l'époque. Exactement, avec leur argent, puisqu'en fait, les magistrats n'étaient pas rémunérés pour leur travail. Et Auguste, quand il met en place ce culte impérial, finalement, il va créer ces nouvelles prêtrises pour asseoir en fait ce nouveau pouvoir, entre guillemets. Le but, c'est que l'élite le suive et approuve ce qu'il met en place. Et donc, il va octroyer ces nouveaux honoresses, ces nouveaux honneurs, et qui calquent un petit peu sur le régime de la magistrature. Et donc, c'est extrêmement... il joue sur la notion de mérite et de dignité en proposant ces prêtrises. Et donc, puisque c'est calqué sur ce régime des magistratures, il faut être munificent, il faut être bienfaisant. En fait, on parle d'évergétisme. C'est le terme qui est utilisé tant pour la Grèce que Rome. Il faut faire preuve d'évergétisme, donc payer la construction d'un théâtre, payer la construction d'un temple, offrir des banquets, des sacrifices, des jeux aussi, c'est très important. On prend le pouvoir, mais on donne de l'argent à l'époque. Les prêtresses romaines appartenaient donc au droit public, dans la mesure où elles exerçaient d'importantes fonctions religieuses et politiques. On voit ainsi ce qu'elles faisaient. Qui étaient-elles ? C'est ce que nous verrons après une courte pause musicale. Qui sont les prêtresses romaines ? C'est ce qu'on va voir en voyant d'abord que tout le monde ne peut devenir prêtresse. On ne devient pas prêtresse n'importe comment, même si la tentation est grande, parce que la fonction présente certains avantages qui nous permettront de suggérer les raisons pour lesquelles les gens voulaient devenir prêtresse. Alors comment devient-on prêtresse ? De quelle façon sont désignées ces prêtresses ? Est-ce qu'il y a un concours, il y a des élections ? Vous avez parlé d'élections, c'est ça ? Elles sont élues ? Alors normalement, oui, c'est ce qui ressort de mes recherches. Elles suivent normalement le mode d'élection un petit peu comme les magistrats. Donc elles se présentent comme candidates, elles manifestent leur candidature, normalement. On reviendra peut-être après sur les conditions d'éligibilité, mais voilà, donc elles sont candidates. Après, elles font entre guillemets campagne. Elles sont élues par qui ? C'est un organe spécial ? C'est une assemblée du peuple ? Là, c'est plus difficile à établir dans le sens où il y a sûrement des particularités locales. Mais dans l'ensemble, avec manifestation du peuple, parce qu'il y a à la fois au niveau local, où il y a un sénat local, une petite assemblée du peuple, etc. Et donc, avec ou non manifestation du peuple, l'ordre des décurions, donc le sénat local, élit la prêtresse, et donc elle est désormais dite creata, c'est-à-dire qu'elle est élie. Et ensuite, elle est déclarée designata, ça veut dire qu'elle a reçu le titre, et souvent, c'est avant d'entrer en fonction, c'est le statut intermédiaire entre l'élection et l'entrée en fonction designata, et après, elle entre en fonction. Une élection, donc, par les élites locales principalement. Est-ce qu'on connaît un peu les modalités du vote ou pas ?
Non, on a très peu d'informations malheureusement, mais certaines inscriptions, c'est intéressant, mentionnent parfois que le peuple a vraiment soutenu cette prêtresse, par exemple, dans l'élection. Ou parfois, c'est pas que le peuple, mais c'est une assemblée de femmes qui l'a soutenue. Je crois que j'ai une attestation de ça. Voilà. Ça dépend des situations et des cités. On n'a pas d'informations donc vraiment sur les modalités du vote, mais est-ce qu'on a des informations sur les conditions pour être élu, les conditions d'éligibilité ? Eh bien, rien nous est transmis. Mais l'enjeu de ma thèse était aussi de réaliser une prosopographie. Donc une étude... Oh là, qu'est-ce que ce gros mot ? Une étude, en fait, c'est-à-dire une étude des personnes. Le but d'une prosopographie, c'est d'étudier la situation sociale, professionnelle, tout, d'un certain groupe de personnes pour établir des points communs, notamment. Donc là, le but était d'étudier toutes les sources qui traitaient de ces femmes, de les nommer. Donc j'ai une liste de 579 femmes nommées, qui sont par ordre alphabétique dans le tome 2 de ma thèse. Et en fait, en regardant chaque cursus, toutes les informations qu'on a sur elles, ça nous m'a permis, avec de manière inductive, d'essayer d'établir des conditions d'éligibilité. Donc, ça peut être... Donc, il y avait aussi tout ce qui était le statut juridique. Donc, j'ai établi des conditions concernant le statut juridique, le statut social, mais aussi le statut physique ou moral de la prêtresse. Parce qu'il fallait qu'elle soit en bon état, on pourrait dire, pour honorer Dieu. Eh bien, en fait, il y a des considérations pratiques assez intéressantes, puisqu'en effet, la prêtresse, par exemple, pour bien réaliser les rites, souvent, elle a besoin de ce qu'on peut appeler une intégrité ou une entièreté physique. Si, par exemple, la prêtresse a une déformation à la main ou au bras, est-ce qu'elle pourra bien réaliser le sacrifice ? Ça n'est pas forcément dit. Donc c'est pour des raisons pratiques qu'on exclurait les infirmes, pas pour des raisons, comment on peut dire, pas magiques, mais de pureté ? Ça peut être lié, mais en fait, les deux doivent se compléter, sûrement. Pourriez-vous justement nous donner un exemple de prêtresse, nous parler d'une de ces 500 femmes que vous avez étudiées et desquelles vous avez essayé d'induire un certain nombre de conditions juridiques ? Est-ce que vous auriez un nom, un exemple à nous donner ? Par exemple, dans les conditions d'éligibilité, il y a aussi le fait d'avoir un domicilium, donc un domicile, tout simplement, dans la cité. Il n'est pas établi que... On ne sait pas s'il fallait qu'elle ait forcément la nationalité... Enfin, oui, la sorte de nationalité de la cité, mais... La citoyenneté, pardon, ce que je voulais dire. Mais en tout cas, on voit qu'il faut un domicilium, et j'ai par exemple une prêtresse qui a officié dans différentes cités, pas du tout de la même province en plus, donc par exemple qui s'appelle Kossuthia, qui est la prêtresse numéro 222 de ma prosopographie, pour ceux que ça intéresse, qui a été flaminique à Aquileia en Istrie, donc c'est dans le nord de l'Italie, près du golfe de Trieste, mais également flaminique à Iader, en Dalmatie, qui correspond à la région de Zadar en Croatie, donc c'est aussi sur la mer Adriatique. Et donc là, voilà, elle a pu officier là où on voit que le flaminicat, le sacerdoce du culte impérial, n'est pas un sacerdoce viager, mais qu'en plus, il peut être établi dans différentes cités en fonction du domicilium. Donc là, on devait avoir une prêtresse qui devait être dans une famille marchande, une famille de marchands plutôt, et qui donc, parce qu'on sait qu'il y avait d'importantes relations commerciales dans cette mer Adriatique entre les différentes cités. Et donc voilà, donc on peut envisager qu'elle était dans une famille assez aisée et qu'en plus, on voit que c'était des sacerdoces non viagers. Parce qu'en pratique, c'était quand même plutôt des femmes de la haute société qui étaient élues, ou ça pouvait être n'importe quelle femme de n'importe quelle classe ? Eh bien, on a les deux, mais normalement, elles faisaient partie de la nobilitas, plutôt de l'élite locale, surtout en raison des importantes dépenses qui sont demandées. On a de très très importantes dépenses dans les cités d'Afrique. Par exemple, on a Azika Victoria, qui est une flaminique des 2e et 3e siècles de la cité de Touga, donc c'est dans le nord-ouest de la Tunisie. Et on sait qu'elle a offert 100 000 sesterces quand sa fille est devenue elle-même flaminique. Donc là, on voit en plus qu'elle était, elle, flaminique, extrêmement aisée. Elle a été très généreuse, donc on lui a offert plusieurs statuts, et elle a aussi été très généreuse pour le flaminat de sa fille. Et alors justement, pourquoi être si généreux ? Et plus largement, pourquoi être prêtresse ? Qu'est-ce qui les attire dedans ? Alors, on n'a pas d'autobiographie où une femme aurait donné les raisons de son choix, mais peut-être que via les avantages matériels et immatériels que leur procurait le sacerdoce, on peut en avoir une idée. Commençons par les avantages matériels. Elles ne sont pas salariées. Au contraire, elles ont des dépenses. Mais est-ce qu'elles reçoivent quand même quelque chose d'intéressant matériellement ? Matériellement, il y en a assez peu. Bon, elles reçoivent déjà des ornements, ce qu'on appelle sacerdotaux. Mais ça, c'est surtout pour les distinguer pendant les rites, dans les processions, etc. Des bijoux, des vêtements ? Oui, ça peut être une couronne, c'est une couleur de robe différente. Ça peut être des bracelets, en fonction des cultes.
Mais ça, c'est pas forcément, je ne pense pas qu'elle devenait prêtresse pour recevoir de tels objets. En fait, c'est surtout des marques d'honneur et de distinction qui sont attendues. Donc, par exemple, elles ont une place privilégiée au jeu. Ça, c'est une marque extrêmement recherchée qui montre vraiment en fait, le prestige. Elles reçoivent un prestige. Donc, les avantages matériels, je pense, ne sont pas les plus intéressants. Oui, c'est plutôt les avantages immatériels dans une société où la préséance compte, où le rang compte, où il faut se faire voir. Et donc, ce sont ces types d'avantages immatériels qu'elles recherchent plutôt. Oui. Ce qu'elle recherche, c'est vraiment l'élévation de la famille, l'élévation sociale, la distinction honorifique. Le but pour elle, vraiment, quand elle devient prêtresse, c'est de voir à la fin un remerciement de la cité et de voir une statue à son honneur élevée. Puisqu'en fait, la plupart recherchaient ça, mais je crois que j'ai des statues que pour un quart ou un cinquième des prêtresses. Donc ça serait une façon de légitimer leur domination, diraient certains sociologues. Elles ont le pouvoir, enfin, elles ont l'argent, leur famille a l'argent. Et il faut en plus faire bonne figure, légitimer sa position en se montrant sous une bonne figure. Oui, et je pense que c'est marquer les esprits, entrer dans l'histoire. Et à côté de ces avantages, il y a des obligations. On connaît les obligations de chasteté, de pauvreté, d'obéissance dans l'Église chrétienne. Vous parliez des vestales, je crois qu'elles devaient être aussi chastes. Est-ce qu'il y avait cette obligation de chasteté? Est-ce que c'était cette obligation-là? Est-ce que c'était pour toutes les prêtresses? Est-ce qu'il y avait d'autres obligations? C'est une question qui est délicate puisqu'on a très peu d'informations à ce sujet. En effet, les vestales devaient être chastes. On parle de la castitas, la chasteté des vestales. Alors pour différentes raisons, la chasteté ne peut pas forcément dire la virginité déjà. C'est vraiment une certaine pureté, une pudeur, une pudicité tout à fait. Des femmes qui renvoient aux vertus matronales. Donc en fait, ça doit être une femme entre guillemets de bonne famille, qui fait partie de l'élite, qui se tient comme elle doit se tenir. Qui s'habille bien. Voilà. Et donc on a cette première partie de la castitas, mais c'est aussi, on suppose, c'est juste avant les rites ou certaines fêtes, c'est faire preuve d'une chasteté peut-être. Faire des ablutions ou peut-être rester un peu loin de son mari, parce que c'était des prêtresses qui pouvaient être mariées et avoir des enfants. Voilà, c'est peut-être... Avant l'acte sacrificiel, voilà. Pas d'acte sexuel, on pourrait dire. Voilà, c'est un peu ça. On suppose qu'il y avait sûrement de ça. Et d'autres obligations que celles de chasteté au sens large du terme, auxquelles elles étaient soumises, ou c'était vraiment ça qui était important dans leurs obligations ? La bonne exécution des rites, ça c'était nécessaire, sinon ça mettait en danger, ça mettait en péril la cité, la pérennité, etc., du culte ou de l'empereur, tout dépend du culte dont on parle. Mais sinon, pas d'autres obligations que ces vertus, peut-être que ces obligations entre guillemets morales. Et plus largement, il me semble qu'aussi ces prêtresses étaient soumises à certains interdits assez étranges. Vous en donnez des listes, il y avait des choses qu'elles ne pouvaient pas faire dans un certain ordre, certains jours. Est-ce que vous auriez des exemples ? Alors ça, c'est le statut, c'est la condition très particulière de la flaminique de Jupiter. En latin, c'est la flaminica dialis. Alors, le flaminat de Jupiter, et même sûrement celui de Mars et Canis, mais nous avons très peu d'informations, donc c'est un très vieux sacerdoce qui date de l'époque royale, qui est d'ailleurs que John Shine qualifie de prêtre statut. C'est un statut de prêtre très à part, puisque en fait, ce couple sacerdotal représentait, entre guillemets, Jupiter et Junon. Donc statut, ça veut dire qu'ils sont juste là pour être là, quoi. Voilà, ils sont là pour jouer, pas presque jouer, mais là j'utilise vraiment des guillemets, la divinité, elle représente la divinité. Donc par exemple, le flamine n'avait pas le droit de voir l'armée, de sortir du Pormérium, etc. Il y a beaucoup d'interdictions comme ça. Et sa femme aussi avait autant d'interdictions. Donc elle devait porter un voile, dans son voile un dragon d'arbre fécond, donc un morceau d'arbre d'une branche. Elle devait porter des chaussures en peau d'animal sacrificiel. Elle n'avait pas le droit de monter 3 degrés à une échelle. Enfin, voilà, ils avaient un statut extrêmement particulier. Mais là, voilà, c'est une prêtrise à part qui est unique, en fait, même. Eh bien, merci beaucoup, Diane, d'avoir répondu à mes questions, qui donnent seulement un aperçu de votre thèse dont je rappelle le titre. Aspect juridique des sacerdoces féminins à Rome, étude des sacerdotesses et flaminicae d'Occident, 1er siècle avant Jésus-Christ, 4e siècle après. Merci à vous. Et merci à 2 autres femmes et collègues qui m'ont aidé, Belinda Bismuth, qui m'a inspiré l'accroche politico-poétique de l'émission, et Farah Thomas, qui m'a traduit et précisé le poème introductif. Merci. Merci, Paul. Merci aussi au laboratoire IDPS de l'Université Sorbonne Paris-Nord pour son soutien financier, à Pierre Damel, Laura Marie-Rennes et Isabelle Potier pour leur soutien technique, et merci enfin à vous, chères auditrices et chers auditeurs, d'avoir suivi ce podcast que vous pouvez bien sûr réécouter, partager et commenter sur les réseaux sociaux. En attendant le prochain épisode des Lois de l'Histoire, le podcast sur l'actualité de la recherche en histoire du droit.